beauté du corps humain. Il faut négliger maintenant la parure et, ce qui est plus difficile, oublier ce genre de beauté que le dessin et la peinture peuvent donner quelquefois à l'image d'un corps fatigué, difforme ou grimaçant. Surtout, il faut écarter ces souvenirs de grâce ou d'expression qui attachent ou ravissent. Il faut dire ce qui peut plaire dans le corps humain quand il ne pense pas à plaire et qu'il s'offre au naturel sans savoir même qu'on l'observe. Chose remarquable, tout ce qui serait séduisant dans l'échange des impressions est choquant à l'état de repos. Et c'est peut-être l'idée la plus satisfaisante à suivre si l'on veut comprendre ce que c'est qu'un beau visage. Le signe de l'attention n'est pas laid par lui-même, mais s'il reste, il est laid parce qu'il l'inquiète, par un besoin de correspondre et par l'absence d'objet. Un beau visage annonce le calme de toute chose, même dans le désordre passager. Mais il faut pouvoir ne rien exprimer que ce que l'on veut, en tout cas ne rien exprimer sans raison, donc pouvoir revenir au repos. Et c'est ce que certaines figures ne peuvent point. Les uns expriment l'étonnement, les autres la finesse et la ruse, d'autres une prétention ou un scrupule, même quand ils dorment. Le beau dont nous parlons ici est donc dans une forme qui par elle-même n'exprime rien. Il y a un préjugé assez fort contre cette idée-là, mais pourtant examiné. Le visage humain est un miroir, des choses bien émouvantes à considérer et qui nous tirent de la contemplation dès qu'il annonce quelque objet nouveau. C'est pourquoi la vue d'un visage toujours expressif jette dans une recherche sans fin. Donc, soit que le visage est naturellement impli, soit qu'il le prenne volontairement. Il nous émeut d'une autre manière, bien loin de nous donner cette sécurité et délivrance qui sont l'effet des belles formes. Cette remarque conduit assez loin, car la sagesse consiste principalement à ne point trop croire à ses propres mouvements. Et comme on ne doit point laisser les événements façonner son caractère, aussi ne faut-il point que le milieu extérieur sculpte jamais notre face. Et les beaux visages sont comme des preuves de cette puissance d'oublier et de s'oublier. Je doute qu'on puisse citer un beau visage où l'on ne lise cette absence de préjugés, ce pardon à toute chose et à soi, cette jeunesse enfin toujours jeune, qui vient de ce qu'on ne joue aucun personnage. Et l'homme n'est point fait pour vivre d'après le dehors. L'expérience marque aussi ses rides, et cela fait pitié. Au lieu que la beauté a toujours quelque chose de naïf, signe certain de la puissance intérieure. Est-il rien de plus sot qu'un homme qui marque de l'orgueil toujours? L'homme véritable en montrera ou bien de la colère ou bien du mépris, si l'occasion le veut. Aussi bien l'un que l'autre, sans aucun commencement ni préjugé de l'un ni de l'autre. Même dans le visage féminin, cette attente reposée a de la majesté et de la force. Au contraire, quelque considération que l'on ait pour un caractère, nous n'y trouverons jamais un homme, mais une situation toujours. Hélas, la beauté alors est loin le pli des affaires, grandes ou petites, la déshonore. Observez que d'un beau visage, vous ne pouvez jamais dire quel métier il fait. Et dans les tempêtes des choses comme dans les tempêtes humaines, le retour de la beauté est sublime, parce qu'elle signifie alors directement une puissance d'un autre ordre et un Dieu au-dedans. C'est pourquoi l'image d'un Dieu est belle, et cela suffit. On voit que la beauté est proprement jeune et a un sens toujours jeune, mais il est trop clair que l'âge et la maladie l'altèrent toujours un peu, souvent beaucoup. Un ulcère est laid, la pâleur maladive est laide. Mais la beauté peut revenir toujours par éclair si la force intérieure arrive à l'oubli de l'instant. Félicité des touches fut plus belle qu'en ses plus beaux jours lorsqu'elle forma cette idée souveraine qui devait la conduire au couvent. Sur la beauté du corps nu, il y a peu à dire parce que ce spectacle est trop émouvant, mais sans doute chez ceux qui ont dominé ces impressions, s'il y en a qui le puissent, la jeunesse, l'équilibre et la disposition à tout mouvement s'affirment, assez dans le repos. En revanche, les misères de l'âge sont trop visibles. Au reste, ce qu'il y a à dire sur le nu, à ce moment de l'analyse, c'est qu'il efface naturellement cette expression du visage qui résulte de cérémonie et de société. Les relations de simple force dominent aussitôt. Ce serait l'homme en solitude, sans autre pensée que ses actions, ce qui exclut tout spectateur. Aussi le nu vivant est-il toujours un spectacle scandaleux. L'occasion est favorable pourtant de dire ce que les autres arts pourront exprimer par le nu, à savoir l'action certainement, et la pensée peut-être. Mais nullement le sentiment, toujours lié au costume et à l'échange des signes. Ce que la mère vêtue et l'enfant nu, en leur société, représentent à merveille.
livre troisième de la poésie et de l'éloquence, du langage parlé. Le gémissement, le râle, le cri, avec toutes les nuances de l'aigu et du grave, et du décroissant, du continu et du saccadé, émeuvent encore bien plus que les gestes et que les mouvements du visage, car l'oreille est soupçonneuse, étant un sens de nuit. Le langage parlé, si on l'écoute bien, apparaît comme une suite de gémissements, de râles et de cris, réglés uniformément pour le principal, et néanmoins presque toujours inquiétant, par l'indétermination de ce qui va suivre. Il est clair que bien parler suppose une discipline, une uniformité plus grande et une juste intonation, entendez surtout mesurée, comme le mot juste le dit si bien. Même hors des passions, il arrive presque toujours que la voix naturelle, trop pressée et mal réglée par gymnastique, s'élève à l'aigu par une contracture du larynx, et c'est encore un bel exemple d'excitation sans objet aucun qui conduit souvent à la colère. On sait que les prétextes ne manquent jamais. Il y a donc toujours quelque chose de menaçant dans la parole naturelle, et il faut une préparation assez savante pour que le premier mot ne choque point. On ne fait pas assez attention à ces petites causes qui entretiennent une espèce de guerre sourde, surtout dans les sociétés où l'on croit trop que l'affection dispense d'avoir égard. Je n'insiste pas sur les criarreries, qui sont l'effet inévitable de l'intonation mal réglée. La plupart des hommes s'échauffent en discutant parce qu'ils posent mal la voix et précipitent les mots. Il faut noter aussi que la perspective des mots à dire change les mots qu'on dit, absolument comme le mouvement qu'on veut faire ensuite trouble celui qu'on fait. Ces remarques vont voir la nécessité de politesse où l'on est toujours de régler l'intonation et le débit, de ménager la respiration et le repos, et enfin de distribuer régulièrement la parole le long du temps, de façon à protéger l'auditeur contre la surprise et l'état d'anxiété qui en résulte. Aussi faut-il dire que tout ce qui est artificiel dans la parole, comme retour des mêmes sons, imitation de soi-même, balancement, symétrie, plaît naturellement. On voit par quel procédé, moins varié qu'il ne semble d'abord, on est arrivé dans tous les pays et dans tous les temps à des méthodes de bien parler qui sont poésie et éloquence. D'autres conditions s'ajoutent à celles-là. Le langage mesuré est surtout nécessaire lorsque l'on veut se faire entendre d'une foule. Il faut d'abord ménager ses forces, chercher des repos et des compensations, enfin annoncer beaucoup et répéter beaucoup. Nous jugeons mal de l'éloquence et surtout de la poésie si nous en jugeons par la lecture et en solitude. Enfin, la poésie se distingue de l'éloquence en ce qu'elle improvise moins et plaît sans fin par une même combinaison de paroles, et l'éloquence n'est peut-être qu'une sorte de poésie improvisée. L'une et l'autre consistent en une suite de signes vocaux mesurés et balancés d'une façon à soulager la tension, à ménager les formes et à dépouiller la voix humaine des passions réelles qu'elle exprime si naturellement et du reste si mal. Cette remarque étonnera moins le lecteur s'il a réfléchi à ce que c'est qu'exprimer. J'ajoute, pour éclairer encore cette idée-là, qu'il n'est pas rare que l'on trouve la meilleure expression d'un sentiment intime et tout à fait sincère dans un poème vieux de 1000 ans. On saisit par là ce que c'est que la vérité des passions. Mais laissons un peu dormir cette idée difficile. De la poésie comme mnémotechnie. La poésie est une éloquence recherchée, réglée et invariable, qui convient à des pensées communes. Si l'on pose qu'il y a des manières de dire plus serrées, plus riches, plus frappantes que d'autres, chacun éprouve le besoin de retenir cette forme précieuse. La rencontre d'une telle forme avec un rythme connu d'avance et avec le retour de certains sons donne une sécurité de mémoire qui est la condition de la lecture sans livre. Quand le poème est imprimé, ce plaisir d'esprit est moins senti. N'oublions jamais que la pensée est vagabonde et informe tant qu'elle n'a pas d'objet. L'imagination jette d'autres mots à la traverse et bientôt des pensées tout à fait étrangères. On peut observer chez ceux qui ne lisent guère, qui n'écrivent point, un état errant de l'esprit et un égarement véritable, dès que l'objet n'est plus perçu. De là vient que tant d'hommes sont ingénieux et même inventeurs devant une machine qu'ils connaissent bien, alors que dans les moindres recherches sur le droit, l'égalité, la justice, le bonheur, les passions, ils font voir des pensées de première enfance. Il faut considérer que la poésie est le seul soutien en ces matières de ces esprits enfants qui courent faute de savoir marcher. La mémoire est mal connue, on s'y fie trop, parce que l'on voit que les enfants répètent assez bien ce qu'on leur apprend. Mais c'est qu'aussi, ils n'y pensent point, et chacun sait bien que pour retrouver quelques formules, il faut se fier au mécanisme, et que si la pensée ne peut refaire le travail par ses méthodes propres, qui supposent un objet et du loisir, elle trouble sans remède le mécanisme verbal. Ainsi, les maximes retenues sont des pensées mortes,
ou bien alors on les change. Mais la poésie protège assez bien le souvenir contre toutes les fantaisies, car il est peu probable que l'on terminera un vers autrement qu'il ne faut s'en manquer au rythme et à la rime. Ainsi, le mécanisme est aisément dominé, et la pensée prend de l'assurance, l'opinion enfin devient chose et la pensée peut s'y retrouver. La poésie est donc le miroir de l'âme, et il faut aller jusqu'à dire que la conscience ne pourrait s'éveiller au-delà des machines sans ce merveilleux secours des paroles mesurées et rimées. Même les esprits de forte culture aiment apercevoir devant eux cette perspective de vers et de strophes encore indéterminées, mais présentes toutes déjà par la promesse du rythme. Il y a de l'assurance et un beau départ dans la récitation poétique, et un soulèvement déjà comme de l'avion qui roule. L'esprit se détache alors de sa propre mémoire et le juge avec sécurité. En ce sens, il saisit mieux sa propre vie intérieure et la délivre par ce mouvement. Et comme toute consolation dans le sens plein revient toujours à cela, j'entends à déposer ou rejeter un mécanisme. La récitation poétique serait comme un essai de la force consolatrice. En ce sens, la poésie peut oser beaucoup. Seule peut-être elle peut traiter de la mort, car ses pensées étalées en objets sont alors petites. L'esprit les met à les distances de vue, et la puissante règle métrique fait qu'elle y reste. Mais sois prudent, prosateur, crains que ta prose ne retombe sur toi. De la poésie et de l'acoustique. Tout discours public est soumis aux conditions physiques et physiologiques d'après lesquelles la voix humaine se soutient plus ou moins et donne pour un même effort un bon ou mauvais rendement. L'éloquence cherche d'instinct la résonance, les repos et les balancements, mais la poésie plus étudiée et surtout destinée à être dite bien des fois suit encore mieux ces règles, dont elle ignore pourtant les vraies raisons. Toutefois, il apparaît clairement à l'oreille la moins exercée comme au parleur le moins habile qu'il y a des suites de sons difficiles à produire et pénibles à entendre, en ce qu'elles rapprochent la voix du cri et évoquent trop la fatigue, la faiblesse, l'irritation, la timidité. Il y a des vers rocailleux qui ne sont jamais de beaux vers. Que dire de plus? La répétition des mêmes sons fatigue sans doute les mêmes muscles de la même manière. Et quant aux articulations, chacun connaît les difficultés presque invincibles qui viennent de ce que les lèvres, la langue et le palais doivent passer subitement d'une position à une autre très différente, ce qui ne peut aller sans grimaces, méprise et mauvaise humeur. Au contraire, il y a des successions faciles et en quelque sorte attendues, de façon qu'un mouvement des organes parleurs se raccorde au précédent et au suivant. On oserait dire que la prononciation des beaux vers est une sorte de danse encore, sans heurts, sans contracture, et cela est plus sensible dans les passages où la voix doit prendre toute son ampleur, afin de réveiller l'attention et de porter loin. Heureux le poète qui accorde ses élans avec une espèce de marche naturelle des sons qui d'elle-même délient la bouche et la poitrine. Alors la force physique soutient et porte l'autre. Il n'y a point de beaux vers sans cette concordance. L'éloquence en approche quelquefois, mais sans arriver jamais à la sécurité du vol poétique. Il est même visible que les beaux vers invitent le récitant à la mimique convenable, certainement par suite de l'étroite liaison de tous les mouvements du corps. Il est clair aussi que le rythme, moins docile aux passions que naît la parole libre, modère ces mouvements et les ramène au convenable. Il n'y a point d'énergumène que la loi ne calme un peu, mais le vrai génie poétique adoucit encore le monstre par l'heureux choix des sonorités. En voilà assez sur l'action. Le récitant s'écoute aussi lui-même. Il faut dire maintenant comment la poésie purifie la voix si naturellement docile aux passions, comment elle l'ennoblit et l'humanise. La voix humaine est vulgaire de deux façons. D'abord parce que la précipitation nous conduit à abréger ce qui se marque en français par exemple par un accent qui éteint tout le reste et ne laisse comprendre que les signes les plus usités. Observez que le langage courant aime l'élocution toute faite et les lance par cris, contractions et élisions. Le langage est encore vulgaire en ce sens qu'il se déforme selon les lieux, les accents, les élisions et les intonations n'étant pas les mêmes partout et se fixant naturellement dans chaque région par le commerce de tous les jours. Quand le langage est descendu là, l'homme qui s'écoute parler n'entend rien de beau, quoi qu'il s'y plaise. Ce n'est toujours que lui, petit, plutôt animal comme, et il est clair que la poésie nous tire de là, nous ramenant, je parle ici de la poésie française, à marquer également toutes les syllabes
à retrouver l'intonation pure et juste, à reprendre enfin le langage humain. Voix déjà chantante, voix pour prier, pour penser. C'est une manière solennelle de se parler à soi, sans rapport aux autres, si ce n'est d'une certaine manière. Ce langage est à nos cris comme la statue est à l'homme. Ainsi la poésie relève le malheur par l'assiette et la fermeté. C'est pourquoi elle convient seule aux lamentations et aux regrets, mais elle donne aussi à la joie plus de solidité et comme un aspect de choses.